Pour vous, par rapport à cette composition probable, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de voir ce 11 de départ qui est annoncé demain? On va commencer par Guillaume. On a toujours envie de... Est-ce qu'elle vous plaît, cette compo? Voilà. Oui, par rapport aux éléments qui sont proposés sur le terrain? Oui. Bon, derrière, c'est du classique. Au milieu de terrain, j'attends de voir le milieu de terrain. Koné, Guendouzi. Voilà, Tchouaméni, bon, c'est le capitaine, c'est une valeur... c'est un titulaire. Et devant, pareil, le trio, là, avec le retour de Thuram en attaquant central. Oui, je pense qu'il y a des... je réfléchis tu fais très bien le mec enthousiaste. Pas du tout. Je me dis qu'il y a des choses voilà, qu'on va peut-être avoir de bonnes surprises. Il y a des garçons qu'il faut tester, comme le jeune Koné. Oui. Manu Koné. Voilà, qui a des vraies qualités. Est-ce qu'il va être capable de trouver sa place dans cette équipe? Guendouzi, bon, je suis un peu plus réticent. Qui a fait une bonne entrée. Oui, qui a marqué. Récompensé peut-être. Voilà, Lucas Digne, qui est l'éternel latéral, qu'on prend, qu'on jette. Quand il y a la grande compétition, on le jette. Voilà, c'est ça. Et devant, il y a des seniors à chercher. La seule fois où il était là, c'est l'Euro 2020, qui ne s'est pas très bien passé. Il y est pour rien, en plus, d'ailleurs. Donc, non, mais c'est vrai que je te rejoins sur Lucas Digne. J'ai assez envie de voir ce qu'il va donner là, parce que il fait quand même une très belle saison la saison dernière avec Villa. Il commence très bien cette année-là aussi, notamment en Ligue des Champions. Et puis même en championnat, il a fait des passes D, il est titulaire à chaque match. On sent qu'il est en canne. Donc, et puis c'est un vrai latéral. Oui, c'est un vrai latéral. Un vrai défenseur. Il est gaucher, il prend son couloir gauche, il le prend vraiment bien, il défend et il attaque aussi. C'est pas juste un mec qui se projette ou que sais-je. Il est assez complet, donc c'est intéressant de le voir. Giovanni, on va continuer d'échanger avec vous sur les dernières news des Bleus. Il y a une confirmation, elle était attendue, c'est le brassard de capitaine reste à Aurélien Tchouaméni. Oui, on va attendre de voir, Karine. Ça va être une donnée qui sera importante sur le prochain rassemblement, puisqu'avec la retraite d'Antoine Griezmann, qui était le vice-capitaine de Kylian Mbappé, si ça se confirme. En tout cas, aujourd'hui, en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni l'a dit. Il a reparlé avec le sélectionneur Didier Deschamps. Il a senti une vraie marque de confiance. Faut dire qu'il a... alors, je sais que Guillaume n'a pas vu la rencontre, mais on peut lui assurer qu'Aurélien Tchouaméni a fait un très gros match. Le brassard lui va bien, il s'exprime bien. Honnêtement, on sent qu'il est à l'aise dans ce rôle-là, donc c'est une confirmation qui est logique, mais qui n'était pas forcément attendue, Karine, parce qu'il y avait un doute. Possiblement, le staff avait laissé sous-entendre qu'il y aurait un autre capitaine demain soir en Belgique. On est donc dans la continuité. Eric, c'est bien? C'est bien. Pour l'instant, Tchouaméni a été le choix par défaut, j'ai envie de dire. Je m'attendais à Maignan, mais c'est toujours mieux d'avoir un joueur de champ en tant que capitaine prêt à intervenir près de l'arbitre et voilà, sur des décisions peut-être ou des faits de jeu. Mais voilà, non, après... non, capitaine par défaut, moi, je suis quand même surpris. Je dis par défaut, c'est pas par rapport à ses qualités et tout ça, mais je suis surpris que ce soit le choix soit... Voilà, exactement. Oui, mais depuis quand le capitaine au foot est important? Quand même. C'est important. Non, mais franchement. Non, mais c'est important parce que c'est juste un morceau de tissu. Et non, normalement, un capitaine, c'est plus que ça. C'est une nomination honorifique, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de capital dans la vie d'un groupe. Par rapport au capitaine, par exemple, dans un sport que je fréquente maintenant, le rugby, le capitaine au foot. Depuis quand c'est important? Franchement, c'est important. Didier Deschamps était un capitaine dans l'âme. Il l'a été très longtemps pendant sa carrière. Il y en a beaucoup. C'était un leader. Oui, comme a dit José Mourinho, il y a des leaders qui n'ont pas le brassard. Tu n'as pas besoin, évidemment. Tu n'as pas besoin d'avoir le brassard. C'est pas seulement être leader. C'est le représentant, c'est l'intermédiaire entre le coach et le groupe. C'est l'intermédiaire entre aussi la direction et le reste de l'équipe. Donc, il a quand même une notion. Maintenant, je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, il en faut un. Oui, ça, il en faut un. Il y a quand même des qualités pour. Et puis, on vous rappelle que l'après Loris, c'était effectivement un enjeu. Il y avait deux. Non, mais tu le donnes pas à n'importe qui. Il y avait deux personnes qui étaient. C'était un enjeu parce que Mbappé était là. Mbappé l'a voulu et Grisou le voulait. Il ne l'a pas eu, on le rappelle. On est avec Giovanni qui voulait intervenir par rapport à ce brassard de capitaine. Donc là, je suis à deux doigts de comprendre que finalement, capitaine en bleu, c'est plus rien.
C'est pas exactement ça, Karine, mais Guillaume, il a visé juste dans le sens, évidemment, c'est un rôle qui compte, mais honnêtement, autour de ce rassemblement, nous, on en a fait des caisses sur le côté qui va être capitaine, vice-capitaine, que ça soit de la part du staff et même de certains joueurs en on et en off. C'était pas un enjeu majeur. Ils savent tous que le capitaine, c'est Kylian Mbappé, qui sera là pendant des années, mais l'important, c'est qu'au sein d'un groupe, il y ait des leaders qui soient là, qui soient représentés. Eric parlait de Maignan, c'est un leader identifié. Il y a également Jules Koundé qui est en train de monter en puissance, Konaté, Rabiot par d'autres qualités, mais peut aussi être un leader important à certains moments. En 2018, Paul Pogba était un leader essentiel, il n'avait pas le brassard, donc le capitaine compte, mais je rejoins assez la position de Guillaume qui dit que finalement, capitaine ou non, l'important c'est d'avoir plusieurs caractères et plusieurs leaders dans un groupe, c'est bien plus important que le simple brassard de capitaine. Oui, enfin, on a quand même l'impression qu'on oublie un petit peu tout ce qui s'est passé avec ce capitanat et l'après Loris. J'ai l'impression que finalement, toutes ces histoires n'auraient jamais dû exister parce que c'est qu'un bout de chiffon et qu'on est capitaine. Moi, j'étais pour que ça n'existe pas, ces histoires. C'est un bout de chiffon. Mais Guillaume, elles ont existé, on ne peut pas le nier. Elles ont existé, oui, elles ont existé. Elles ont été peut-être très mal gérées par le staff technique et la communication de la Fédération française de football. Mais très franchement... L'histoire d'Mbappé hier, étant donné que c'est le capitaine, ça a quand même plus d'impact que si c'était pas le capitaine. Sur moi, zéro impact. C'est vrai ? Zéro impact. Moi, je trouve que ça a plus d'impact parce que c'est le capitaine. David, qu'on en fasse des tonnes sur une sortie nocturne de Mbappé qui est en vacances, très franchement. Guillaume, on va en parler un petit peu plus tard. On va peut-être. Oui, je sais, mais je tease. Je tease. On peut les débattre sur cette histoire de brassard. Moi, l'histoire de bout de chiffon, quand on voit l'historique et l'histoire prestigieuse des capitaines de l'équipe de France, je vois pas comment on peut dire que c'est un bout de chiffon et que c'est anecdotique. Je veux dire, quand tu succèdes à Platini, à Zidane, à Deschamps, à tous ces joueurs-là, pour moi, je veux dire, tu t'inscris également dans ce rôle-là. Alors, c'est peut-être symbolique, effectivement, mais c'est un symbole qui porte. Tu représentes également, tu es la voix, un petit peu, le porte-parole de l'équipe de France. Donc, que sur le terrain, il y ait plusieurs leaders, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais lui donner une importance négligeable, non, c'est un emblème. Je ne suis pas tellement d'accord. Fred, on ne vous a pas entendu sur cette histoire de capitaine. C'est un bout de chiffon, comme nous dit Guillaume, ou c'est plus que ça ? Ça serait trop simple, c'était juste un bout de chiffon. D'abord parce que l'équipe de France n'est pas une équipe à chiffon, et c'est une équipe qui a quand même un historique maintenant et un passé, en effet, qui fait que ça a toujours un sens, ça revêt une énorme signification. Il y a aussi une question à la fois relais de l'entraîneur, c'est souvent quand même le cas. De l'arbitre. Oui, il y a aussi le fait d'être... plus ou moins écouté par l'arbitre, en tout cas d'avoir l'oreille de l'arbitre parce que c'est automatique. Et puis il y a Loris a été capitaine 10 ans, il était à 150 mètres de l'arbitre. C'est vrai, mais c'est plus un contre-exemple puisque Loris était à la fois pas une grande gueule, c'était un garçon exemplaire, mais c'était quand même le relais de Deschamps, donc c'était un peu le capitaine idéal puisque, souviens-toi par exemple la conf avant France-Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde, c'est très chaud, la presse anglaise envoie des tas de scuds. Qui c'est qu'on envoie pour tous les amorcer? Hugo Loris. Et il le faisait parfaitement d'ailleurs. C'était parfait. Bah oui, c'était parfait. Donc il y a aussi des rôles différents en fonction des personnalités des uns et des autres. Tu peux avoir un capitaine comme Zidane, qui était aussi extrêmement discret par ailleurs, mais qui était un énorme modèle de charisme et d'exemple. Et puis tu as des garçons qui ont plus une grande bouche, comme Paul Pogba, qui n'a pas besoin du brassard, effectivement là, qui devient bout de chiffon, pour être un énorme leader qui entraîne absolument tout le monde vers un but commun qui était à côté. Par exemple, là, visiblement, on s'autorise tous à dire que le gros leader, la grosse personnalité du vestiaire, celui qui est capable de remuer tout le monde et de secouer tout le monde, même Kylian Mbappé, c'est Maignan, bon, il n'aura pas le brassard. Oui, mais après, c'est peut-être lui le vrai patron et le vrai leader. Mais Guillaume, il faut aussi rappeler que dans le choix du brassard, maintenant les joueurs qui peuvent parler à l'arbitre sont seulement le gardien. Et Jérôme nous en parlait, Alonso, c'est vrai, le capitaine. Et si tu as une action qui est très loin de ton but, que tu dois traverser tout le terrain, qu'après tu n'as pas le temps de te replacer, etc., finalement, à l'époque, quand Deschamps choisissait Loris ou Mandanda, c'était des hommes qui pouvaient rester dans leur cage et tu avais des relais. Aujourd'hui, normalement, c'est le capitaine qui parle et c'est tout. Sinon, tu peux prendre un jeune. Donc ça a aussi été dans la réflexion du staff. On va continuer parce qu'il y a un retour qui est important. Giovanni, c'est celui de Manu Koné qui était suspendu face à Israël et donc on devrait revoir demain titulaire. Il était suspendu sur le premier match. Il a été très très bon pour le coup à Lyon
lors de sa première titularisation avec l'équipe de France. C'était face à la Belgique. Bon, il avait pris un carton jaune très tôt, mais derrière, dans la rencontre, il avait apporté énormément à cette équipe de France. Matteo Guendouzi aussi, qui était l'invité surprise, qui avait remplacé un forfait au milieu de terrain, était titulaire à Lyon face à la Belgique et les deux avaient été excellents. Il y a une forme de récompense dans le management par rapport à ces choix-là de la part de Didier Deschamps. Mais Manu Koné, il est intéressant parce qu'il peut se projeter, il a ce profil box-to-box, il a du volume, il a de la qualité technique et il a vraiment une carte à jouer dans ce groupe-là, je pense. Eric, vous vouliez réagir donc au retour a priori de Manu Koné. On rappelle donc effectivement ce premier match qui avait été bon contre la Belgique, il a vu la note de 7 et c'est un joueur, on le rappelle, de la Roma. Ouais, non, mais c'était mérité. Après, il a eu, on va dire, je ne sais plus si c'est 5-10 premières minutes un peu tatillonne, mais après avec derrière, un carton jaune. Et après derrière, il a fait un gros match. Donc moi, j'attends aussi de voir s'il confirme et s'il est capable de refaire ça. Mais je ne suis pas inquiet de la part de Koné en tout cas. Arnaud, il y a des places à prendre aussi quand même au milieu de terrain. On a l'impression, N'Golo Kanté, il n'a pas été très bien géré pendant l'Euro et il est pas paru très à son aise lors du dernier rassemblement. Pour l'instant, Rabiot, on attend de voir. Donc Manu Koné, ça peut être l'invité surprise, la bonne surprise? Oui, il a un profil intéressant pour cette équipe. Après, aujourd'hui, il arrive quand même dans une liste de deuxième rang. C'est-à-dire que les titulaires, normalement, c'est Rabiot, Camavinga, Tchouaméni. Il est quand même un cran en dessous. Peut-être pas en termes de qualité, mais en termes d'expérience, en termes de vie dans l'effectif de l'équipe de France. Donc je pense que c'est un garçon qui va trouver sa place, mais il ne faut pas forcément non plus tout de suite vouloir le voir en possible titulaire. C'est un garçon c'est un joueur de complément pour l'instant. Après, il a des qualités. Karine vous posait la question, une place à prendre pourquoi? Pour l'Euro 2026? Parce que c'est l'échéance. Non, ça sera une Coupe du Monde d'ailleurs. Oui, 2026, ouais. Non, mais c'est pour qu'il soit vraiment intégré aussi au groupe France déjà. Okay. Bon, le fait qu'il revienne une deuxième fois, c'est quand même plutôt... Dans cette perspective-là, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que, comme Arnaud le disait, il y a un trio qui se dégage. Maintenant, on ne peut pas se satisfaire de ça, notamment parce qu'Adrien Rabiot, pour l'instant, doit retrouver son rythme. Camavinga, malheureusement, a aussi pas mal de blessures. C'est quand même moi, je trouve que l'idée de le lancer d'entrée sur ce match-là est intéressante. Et effectivement, à lui de faire ses preuves par rapport à ça et de montrer qu'il peut progressivement... Voilà, en tout cas, faire douter un petit peu le sélectionneur dans son esprit, de se dire, tiens, est-ce qu'il peut y avoir match avec ces trois-là? Enfin, à partir du moment où... C'est un match assez... Enfin, c'est des matchs sans pression, quand même. Non, mais je rappelle qu'on a une période où tu peux faire des essais, donc je pense que c'est aussi dans... Et il en fait d'ailleurs. Hein. D'un match à l'autre, il effectue 5 changements. Ça veut dire que c'est des matchs... Il en fait oxygéner le groupe, parce que tu sais ce qu'il fait. Comme Zaïre Emery, on n'a toujours pas trop compris la gestion. Ça, par contre, parce qu'il est peut-être moins bien. Il est moins bien en club. Qu'il était moins bien et qu'il vivait une espèce de crise de croissance. Donc il a du mal à confirmer et ça se comprend. Il a 18 ans, il joue depuis 1 an et demi, il est titulaire. Tout va très vite. Un petit coup de mou. Un petit coup de mou. Giovanni, par rapport à Manu Koné, effectivement, alors là, on sait que ce sont que des matchs entre guillemets de Ligue des Nations. Il y a quand même la Coupe du Monde 2026. C'est ça son objectif pour lui, être dans le groupe. Totalement, c'est quelque chose qu'il apprécie, enfin qu'il ambitionne bien évidemment. À la Roma, c'est pas toujours simple. On rappelle qu'il espérait des clubs bien plus huppés, pas cet été-là, mais celui d'avant, où il y avait eu des contacts un petit peu avec le PSG. Le Bayern aussi s'était positionné. Voilà, c'était un très bon joueur de Bundesliga. Il a eu une saison compliquée, donc il a une carte à jouer dans le groupe. Maintenant, j'oublie pas que Fofana a marqué beaucoup de points, même si là il va pas débuter. C'est quelqu'un qui est apprécié par le staff de l'équipe de France. Il y a Kefren Thuram qui est blessé actuellement, mais qui est à la Juve avec Thiago Motta. Il y a aussi là un moyen de se développer pour lui. Il y a un garçon qui a été longtemps blessé, mais qui revient bien aussi, c'est Boubacar Kamara, qu'on oublie totalement, mais il a un profil qu'apprécie Didier Deschamps. Donc il y a beaucoup de concurrence dans le cœur du jeu. Donc c'est très important pour Manu Koné demain. S'il fait un bon match demain, il aura une chance pour être en liste à la Coupe du Monde 2026. Parce que je ne sais plus qui parlait de 3e ou 4e liste. Il part de loin quand même, Manu Koné. Manu Koné, donc il devrait être titulaire demain, oui. Et au-delà de ce qu'il peut apporter sur le terrain, on sait très bien que Didier Deschamps fait très attention à la manière dont ces jeunes vivent le groupe. Dans un groupe. Alors même s'il se plante demain, mais que dans le groupe, il pose aucun problème, c'est un bon camarade, il accepte d'être remplaçant, il est pas râleur, il est souriant, je pense que c'est un garçon qu'on peut revoir. Oui. Il y a des gens qui ont disparu
La Casette, notamment. Pour les problèmes d'attitude. Pour les problèmes d'attitude, pas forcément. C'est le L qui pose pas problème. Forcément. Comment? Non, oui. Pas forcément des footeurs de merde, mais des gens qui n'acceptaient pas forcément leur statut. Et Didier Deschamps, sur une compétition au long cours, c'est 13 joueurs qui évoluent régulièrement. Oui, et le reste se contente de regarder. Et il peut faire des choix comme ça sur des joueurs où il aura un peu plus de recul, peut-être sur les prestations, mais aussi sur l'apport dans le groupe. Par rapport au système demain, on devrait donc revenir au 4-3-3. Est-ce que ça veut dire que Didier Deschamps craint la Belgique? On rappelle que du côté de la Belgique, quand même, Giovanni, il y a les meilleurs qui sont restés à la maison. Mais ils ont bien fait, je pense. Il manque notamment Kevin De Bruyne notamment. C'est pas forcément une question d'être frileux parce que je pense que pour Manu Koné et pour Matteo Guendouzi, il y aura énormément de liberté. C'est simplement que ça a très très bien marché à Lyon face à la Belgique. La Belgique était mieux armée qu'ils ne le seront demain soir. Donc il y a une forme de continuité et c'est bien d'avoir deux systèmes, de travailler deux choses. Le 4-2-3, il le met de plus en plus. On l'a même parfois vu à l'Euro, ça se transformait en 4-4-2, donc c'est intéressant d'avoir cette variété. Quand j'ai pu le croiser un petit peu plus tôt, on a fait notre entretien, Didier Deschamps, il m'a dit 4-3-3, 4-2-3-1, c'est très proche avec ou sans ballon. C'est pas une forme de frilosité, c'est simplement de l'équilibre à la perte et ça dépend aussi des profils qui composent le milieu de terrain. Eric? Ouais, non, je rejoins aussi Giovanni. Je crois qu'on parle souvent de composition ou de tactique. Mais ce qui fait la différence et ce qui est important aussi dans le jeu, c'est l'animation. Ce que vous allez faire avec le ballon, ce que vous allez faire sans ballon, c'est surtout ça qui est important. Donc de parler tactique, j'ai envie de dire, au début du match. Après, ça change très souvent pendant les matchs, de plus en plus au haut niveau. Donc est-ce que ça a un sens? Je ne suis pas sûr. Non, mais moi, je suis un peu déçu pour Thuram. Seul devant, c'est pas. Non mais on n'y est pas encore à Thuram. Ça sent la connerie. Ça sent la connerie. On va en parler dans 2 secondes. Vous faites une soirée de teasing. On vous remercie. C'est pas votre émission. Non, mais c'est le système. Voilà. Je pense que le système, Thuram aurait préféré un autre système. Sauf que là, on était plus notamment sur le choix de milieu. Arnaud, qui veut d'ailleurs, par rapport à Tchouaméni, on l'a vu effectivement. Alors Israël, c'était une adversité qui était faible, mais on l'a vu être un petit peu plus haut sur le terrain, pouvoir être un petit peu moins bridé, là de le retrouver en 6, potentiellement de redescendre entre les 2 défenseurs centraux, est-ce que c'est pas un petit peu du gâchis? On verra d'ailleurs comment l'équipe s'articule demain. Peut-être que. C'est l'animation. Là, c'est probable, donc on parle là-dessus. On verra. Moi, je suis pas sûr parce que Guendouzi, il est capable de prendre ce boulot-là devant la défense. Je pense justement qu'il va y avoir puis même Koné, je dis ça, mais les 3 sont capables de faire ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement la permutation et de voir l'apport offensif de chacun. Ouais, mais la permutation, en tout cas au cœur du jeu, c'est pas trop ce que demande Deschamps en général. C'est-à-dire que dans cette partie du jeu, il est quand même assez. Elle est quand même assez présente sur les. Sur une action, tu peux évidemment toujours avoir un petit peu de permutation, mais c'est pas trop ce qu'il a l'habitude de demander. Il est surtout fixé sur des postes précis pour chaque joueur. Donc moi, de le voir là, je suis plutôt curieux effectivement de le revoir un petit peu plus bas et de voir un petit peu en termes de densité physique également ce qu'il peut apporter. Et enfin donc. Marcus Thuram, mais ça c'est important parce que évidemment Guillaume voulait en parler. Marcus Thuram est annoncé titulaire, Giovanni, et on veut d'abord avoir de ses nouvelles parce que Marcus Thuram était diminué ces derniers jours. Oui, il était touché à la cheville droite lors du match face à Israël. Il s'est entraîné normalement pendant les 3 jours. Alors, il y a de bonnes chances qu'il débute demain. Ça reste probable parce qu'il y a une forme de concurrence. Il ne faut pas prendre de risques. On sait que la période est délicate avec l'enchaînement des matchs. Aujourd'hui, il a pu s'entraîner normalement. C'est un moment important pour Marcus Thuram parce qu'il a des bonnes apparitions. Il fait de bonnes choses avec l'équipe de France. Mais il y a aussi un homme qui marque beaucoup de points à chaque fois qu'il est titulaire. C'est Randal Kolo Muani, donc ça lui rajoute un petit peu de concurrence à Marcus Thuram. Et puis il y a cette histoire de système où on le sait tous, il est parfois plus à l'aise, même il est beaucoup plus à l'aise à 2 devant comme il est à l'Inter. Donc ça sera intéressant si demain il débute bien évidemment de voir comment il sera dans ce 4-3-3.